Demi-finale des playoffs, acte 2. On va revenir sur cette soirée autant d'émotions avec nos invités, avec Laurent Meunier, avec Jérôme Bonnet, avec Stéphane Rochette, bien sûr. Et messieurs, on va commencer avec la série entre Zug et Davos. L'acte 2 du côté des montagnes grisonnes. Davos mené à 1-0 et qui se devait bien sûr de réagir à domicile. On a fait le plein du côté de l'antre davosienne. Le retour d'un certain Reto Sori dans l'alignement du côté de Zug et le top scorer, l'éternel André Sambul, et on a aperçu bien sûr Eschiman dans la cage, Giannoni de l'autre côté, c'est assez logique. On pense aux gros bras et les arbitres. Les arbitres, on va en reparler tout à l'heure, notamment en fin de rencontre. Le 1-0 va tomber dès la deuxième minute de jeu. Le coup d'œil de Visser, Jérôme, pour la réalisation de Corvi. Davos est lancé dans cette rencontre. Ouais, un peu simple en fond de zone, avec Giannoni peut-être qui n'a pas été très inspiré. Est-ce que vraiment Visser a vu Corvi sur le poteau opposé? Je suis pas certain. Hein. Et, oui? Je suis pas sûr. Non. Je suis pas sûr non plus. Non. Je pense qu'il a fait un centre de foot. Ouais. Il a mis le puck dans la cage. Je pense qu'il avait vu Ambul à la base, et puis Corvi arrive en deuxième rideau. Il a plutôt été bien inspiré d'y aller. Ouais, avec ce super ralenti, on a vu ce puck glisser. Pénalité différée, regardez, un puck qui a été contré et qui finalement va mourir sur le poteau. Ça aurait pu être une sacrée égalisation, mais Stéphane, ce but n'aurait pas pu être accordé. Non, parce que s'il y a une pénalité différée, si l'équipe non pénalisée, donc qui joue à 6 contre 5 à ce moment-là, lance dans sa propre cage, et puis il n'y a pas eu aucune action de l'adversaire, c'est un bon but. Par contre, si le puck est dévié sur un joueur qui est de l'équipe pénalisée, de l'équipe qui va être pénalisée, ou si le puck est échappé par un joueur sur l'action de l'équipe qui va être pénalisée, provoqué, si le but est provoqué d'une quelconque façon par l'équipe qui va être pénalisée, on doit refuser le but. Voilà. Ça a été assez clair? Oui. Très bien. En tout cas, j'ai compris. Je suis sorti? OK. Tout Donc, bon. en fait, pour accorder le but, il faut vraiment que ce soit un autogol ou une mauvaise passe, puis elle finit directement dans la cage. Là, ça a dévié. L'arbitre n'arrête pas le jeu parce que c'est pas de contrôle de l'équipe pénalisée. C'est un tir bloqué. Par contre, tu ne peux pas accorder un but là-dessus. D'accord, donc on n'arrête pas le jeu quand c'est un tir bloqué, mais on ne compte pas le but. Et si ça avait été un autogol, de toute façon, on ne l'aurait pas compté comme autogol, mais on l'aurait donné à l'équipe adverse qui n'aurait pas touché le puck. T'es d'accord? Oui, il faudrait que tu recommences, là, mais... Il faut dire oui. C'est juste. Jérôme, il dit que c'est bon. Il y a des mystères dans les règles du hockey sur glace qui peuvent être logiques ou pas. Mais bref, puisqu'on vous dit que c'est comme ça et on va le prendre ainsi. 1-0 donc, après 20 minutes de jeu en deuxième période. Zug va égaliser une nouvelle fois en fin de supériorité numérique. C'est Jost qui va marquer. Il avait déjà été buteur lors de l'acte 1. Je me demande si c'est même pas à 5 contre 4 cette réussite. Hoffman, Kovar, Laurent, encore et toujours les situations spéciales pour Zug. Encore et toujours Hoffman, Kovar, et avec un très bon petit lancer, et on voit surtout la présence devant la cage du joueur de Zug qui fait, regardez, son positionnement, il va se mettre vraiment devant Eschiman et il ne voit rien du tout, le gardien de Davos, et il ne peut pas faire l'arrêt. Les gars, ce qu'on dit souvent, on ne peut pas arrêter ce qu'on ne voit pas, et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Ce n'était pas un tir très puissant, mais comme il n'a pas vu le départ du palais, il n'a pas pu l'arrêter. Exactement, on cherchait ça. Il a peut-être même été légèrement touché ou dévié, peut-être. Quoi qu'il en soit, ça passe entre les jambes. Ouais, c'est compliqué sous cet angle-là. Mais ça, c'est le genre de tir que les gardiens, Jérôme, détestent parce qu'on ne cherche pas à marquer directement, entre guillemets. On cherche aussi la déviation, justement, devant la cage ou profiter du screen. Ouais. On a très bien fait les joueurs zougois. On cherche le timing. Le timing parfait au moment où le gardien n'a plus la vision. Et c'est exactement ce qui s'est passé là. Que ce soit pour marquer ou pour une déviation, finalement, c'est plus par rapport au timing du joueur devant la cage qui va déterminer le départ du shoot. Il devrait avoir une statistique pour ça. Tir masqué qui a donné un but. Il y en a. Évidemment, ce serait trop compliqué, mais... il y en a, je pense. Dans les stats précises, les publics, parce que ça vaut une passe, ça vaut... Oui. Les joueurs qui font un bon travail devant la cage, ça c'est très important. C'est sous-estimé souvent par le grand public, parce que ça ne se voit pas dans les statistiques, mais par contre, c'est combien important. Combien important.
On va pouvoir les compiler, vous inquiétez pas. On compte les screens dorénavant, en tout cas pour ces séries de pourquoi playoffs. pas. On peut le faire, il n'y a pas de souci. On se retrouve en troisième période. On va comptabiliser les pénalités. Et celle-ci, eh bien, elle risque de faire couler beaucoup d'encre. Regardez, il reste moins de 2 minutes à jouer. Esgragen va se faire pénaliser. Alors, vous avez peut-être pas très bien vu ce qui s'est passé sur l'action, mais regardez là. Giannoni bloque le puck. On cherche à le jouer encore. Et Stéphane, on va pénaliser Esgragen là-dessus. Bon, by the book, selon le règlement, c'est une pénalité. Mais on s'entend que là, c'est marginal. Surtout à ce moment-là du match, c'est marginal. Ouais. De toute façon, c'est tout le temps, c'est marginal, ce genre de truc. Si ça se répète tout le temps, tu es obligé de sévir. Est-ce que ça s'est répété plusieurs fois durant le match? Il a dit, ben, ça suffit. Mais ultimement, moi, je connais Daniel Stricker. C'est Daniel Stricker qui a donné cette pénalité-là. Là, il va faire la une des journaux demain ou des sites Internet. On va lui tailler un costard. Mais le connaissant, le gars, c'est un perfectionniste. Là, il a surréagi. Là, il va regretter cette pénalité-là. Je suis sûr qu'il doit se dire dans son fort intérieur, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai levé le bras trop vite. Puis moi, j'en ai fait beaucoup de matchs avec lui, Daniel Stricker, au début de sa carrière de head. Puis je lui disais toujours dans les moments cruciaux, garde ta main en bas, pas range ton sifflet, mais garde ta main, prends 1 seconde de plus. Je l'ai expliqué le dernier match vendredi en studio. Des fois, tu dois te parler à toi-même. Tu veux pas lever le bras trop vite puis surréagir. Puis je pense que c'est ce qu'il a fait sur cette séquence-là. Il n'avait pas non plus un angle optimal. Je me sens mal pour lui parce que là, il va être désigné grand coupable, mais ça fait partie du truc, quoi. Messieurs, votre avis, à moins de 2 minutes, elle est sévère. On peut le dire qu'elle est sévère ou pas? À part ça, moi, je trouve que le geste de Esgragen est idiot quand même. Parce que tu vois que le puck est gelé. Tu donnes le bâton pour te faire taper. Voilà, mais c'est pas assez idiot pour arriver à avoir un 2 minutes. Disons, il a une main, il a une crosse sur la glace. Il n'y a jamais 2 minutes, il ne faut pas siffler ça. C'est surtout à ce moment-là, en play-off. Oui, c'est une erreur pour moi de la part de l'arbitre, oui, c'est sûr. Petite erreur, grosse conséquence. d'appréciation. On va le voir avec, Oui. avec cette pénalité en toute fin de match et cette réussite qu'on vous a montrée tout à l'heure lors de la pause avant la prolongation du match entre Zurich et Fribourg avec Greg Hoffman qui va récupérer Müller, un premier pack qui passe dans la boîte davosienne, un peu qui revient encore sur le bâton de Greg Hoffman et finalement Müller qui peut le récupérer. Et Schliemann est battu, toute la joie des joueurs zougois qui va provoquer le courroux, donc pas cette réussite, mais le concours des événements finalement sur cette pénalité. On l'a vu avant Christian Volvent, évidemment, qui n'était pas d'accord avec la décision arbitrale. Ça, on peut la comprendre et on peut l'imaginer, Jérôme. Et finalement, il va aller balancer ensuite des gourdes sur la glace. Un geste qu'on a pas forcément l'habitude de voir de la part d'un entraîneur, plus l'habitude de voir ça d'un partie des joueurs et la frustration, on l'imagine évidemment, immense dans les rangs davosiens. On avait aussi après des images des joueurs davosiens complètement abattus au moment de la fin de la rencontre. On peut la comprendre, mais en même temps à 2-0 dans la série, Jérôme. D'accord, la colère Je sais pas, oui, la colère, le geste. Messieurs, qu'est-ce que par rapport à... par rapport à Volvent, je veux dire, on voit moins souvent maintenant, mais bon, il faut quand même se rappeler qu'il y avait un Chris Maxorley assez excité aussi. Je me souviens pas qu'il ait tiré les trucs sur la glace. Non, il prenait les portes. Tapait la porte. Tapait la porte. Il en prenait à la porte, oui. Mais honnêtement, ça c'est, je sais pas combien c'est le règlement, mais ça c'est possible d'avoir beaucoup de matchs de suspension pour un geste pareil. Oui. C'est quelque chose, à mon avis, la Ligue, elle ne doit pas accepter ça. C'est la porte ouverte à beaucoup de... C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Mais non, c'est inadmissible. Il doit se contrôler. Alors, oui, bien sûr, il y a une erreur d'arbitrage, mais là, je pense qu'on ne le voit plus jusqu'à la fin de la série. Il est plus sur le banc de Davos pour moi jusqu'à la fin de série. Parce que nous, ça nous fait rigoler finalement de voir ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas un exemple pour les jeunes, pour les enfants qui regardent les matchs. Il faut pas montrer ça. Et même pour les jeunes entraîneurs, il ne faut pas, c'est pas faire ça. On peut comprendre sa colère, sa rage, etc. Mais tu peux pas. Je veux dire, tu dois quand même. Tu peux pas faire ça. Il va être sanctionné. J'espère qu'il sera sanctionné sévèrement parce que l'arbitre il a fait une erreur de jugement. C'est humain, ça peut arriver. Il n'a pas fait une erreur de règlement. Il n'a pas sifflé contre Davos. Il n'a pas fait. C'est une erreur. Il a été trop rapide sur la gâchette. Mais après ça, le joueur qui fait le geste.
évidemment, c'est trop sévère, mais il donne le bâton pour se faire taper aussi, quelque part. Tu fais un geste, tu dis « Ah non, c'est pas assez ref », mais tu donnes... L'arbitre, il doit trancher. Là, il a été trop sévère, mais l'arbitre, il doit trancher. Tu commets un geste qui est illicite, mais qui n'est pas assez illicite. Donc, tu donnes l'opportunité à l'arbitre de faire une erreur. Non, c'est sûr une erreur d'appréciation. Jérôme, il a raison en disant que bon, il aurait juste évité. En plus, il n'y avait aucune chance. Il a voulu, il s'est dit, je ne sais pas ce qu'il s'est dit d'ailleurs des fois en fin de match comme ça. S'il ne s'est rien dit, ça a été comme ça. Il ne s'est absolument rien dit à mon avis. Ça a été comme, oh, ok, trop tard. C'est pas grave, ça restera quand même l'image de quasiment, messieurs, en tout cas, dans cette série de ce deuxième match. Allez, des réactions peut-être un peu plus calmes à l'issue de cette rencontre. En tout cas, certainement plus de satisfaction. On va écouter Grégory Hoffman à l'interview. Grégory Hoffman, grosse bataille ce soir contre un Davos accrocheur. Et puis on a un peu l'impression qu'ensuite, Zug, la machine zougoise s'est mise en marche. Comment tu as vécu ce match? Ouais, je crois que tu as bien résumé. Le premier tour, on était... Ils sont venus forts, ils ont montré une réaction après le premier match. On a pas mal joué, mais on a dû défendre correctement. Deuxième tiers, je crois qu'on a beaucoup mieux joué. Ensuite, on devait être patient pendant le troisième tiers et on l'a fait. C'est un super match de gagner ce soir. Vous avez justement été patient et vous avez réussi à prendre avantage des situations spéciales. Oui, tout à fait. On y a cru jusqu'au bout, ça n'a pas fonctionné. Ça a fonctionné le deuxième tiers, on en a marqué un gros. Sur la fin du power play là, ça nous donne le momentum pour continuer et à la fin, à la 60e, on trouve encore la fin de match, ce goal game winning et ouais, il fait du bien. Et puis on a aussi l'impression que Zug peut vraiment compter sur 4 lignes qui sont très homogènes. Absolument, je crois que dans les playoffs c'est la clé. Si tu veux aller loin, tu as besoin de donner du temps de jeu à toutes tes lignes et je crois que tout le monde contribue, on sait ce qu'on doit faire sur la glace. Les jeunes sont impliqués, on veut défendre ensemble et les leaders, on essaie d'inculquer ce jeu à tout le monde et montrer la voie. Merci beaucoup, bonne rentrée. Merci. Ciao. Allez, Zug qui a trouvé encore une fois le moyen de gagner sur les 5 buts quand même dans cette série. Messieurs, 4 ont été marqués en supériorité numérique pour le HUF Zug. Réaction du côté de Davos. Ne partons pas si vite. On va écouter Mathias Bromet à l'interview. Matthias Bromme, there was a whole lot of intensity right from the start in this game. How do you analyze what happened on the ice? I think we played a solid game. I think we deserved to win today. The third period is really good for us, and we had the opportunity to score there. And but it's an equal game. They score. Now it's 2-0. What are the key elements you still need to work on for game number 3 in Zug? No, I think we just have to keep going like we do now. We play really good, I think. We have to get the bounces with us too now, so it's had to turn around. If we just keep going like we did in third period, we're going to win games. And you still have Sandro Eschliman in goal, who's doing a great job tonight. Yeah, he's been amazing the whole year. He's probably the best goal in this league, and he shows every night that we can trust him and he's making the big saves when we really need it. Thank you. Thank you. Il a encore salué, Bromet, évidemment, le travail de son gardien qui est exceptionnel, un meilleur de la Ligue, si ce n'est le meilleur. Mais Steph, il revient d'abord sur ce match. Il dit qu'ils ont joué un match très solide. Si j'ai bien compris, ils ont joué un match solide puis ils auraient mérité la victoire. Il n'a pas donné le crédit à l'autre équipe. Non. En général, c'est ça qu'on fait. C'est rare qu'on dit qu'on méritait la victoire. Ils ont été très solides en troisième période. On a fait jeu égal avec eux, finalement. On a demandé pour la suite, pour tourner à Zug, il faut continuer comme ça. On joue du bon hockey. On espère juste que les bounces, les rebonds, les petits détails vont tourner en notre faveur, parce que pour l'instant, c'est plutôt des rebonds favorables. Le puck roule finalement pour Zug. Il a parlé d'Eschliman, la performance du gardien Eschliman. Il a dit qu'il a été amazing, incroyable toute la saison pour nous. Il a dit, je suis convaincu que c'est le meilleur gardien de la Ligue actuellement. Oui, mais malheureusement, il ne permet pas à ce meilleur gardien de la Ligue pour l'instant de faire gagner Davos. Et on voit les mines des Davosiennes à l'issue de cette défaite. Il y a quand même un sacré body language. Messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le sentiment que celle-là, ils étaient... Alors au niveau des tirs, c'est 42-23 une nouvelle fois. Un Zug qui outshot, mais ils outshot quasiment tous leurs adversaires, à peu de choses près, je crois. Oui. Vous m'arrêtez si je me trompe.
Mais j'ai le sentiment quand même que celle-là, elle va être difficile à digérer, non? Ça reste complètement cruel parce que c'est à 15 secondes de la fin du match. Donc forcément, ils ont l'air abattus là-dessus, mais néanmoins, ça reste assez logique au vu du nombre de tirs pris durant toute la partie. Je suis assez étonné de dire qu'ils méritaient la victoire parce que au niveau des tirs au but, je l'avais regardé un petit peu plus. Là, c'est peut-être de l'intox un petit peu pour requinquer son équipe. Mais, ça fait partie du jeu aussi. Zug, ça fait quand même 6 de suite. Hein. On va passer à Zurich-Fribourg, si vous le voulez bien sûr. C'était notre match studio, la série qui nous intéresse le plus, avec les Fribourgeois menés 1-0, justement, dans cette série. On attendait une réaction de la part des hommes de Fribourg-Gotteron. Le show de lumière est toujours magnifique du côté du Hallenstadion. Les deux entraîneurs sont là. André Ghetto aussi, il avait fait mal cette ligne lors du premier match. Auteur des 3 buts, Ludovic Weber, toujours là, car Kovar annoncé malade. Et pas de doublure, c'est pas Hughes qui était la doublure du côté de Fribourg-Gotteron, lui aussi annoncé malade, mais bien Reto Berra, bien sûr, dans la cage. La première occasion à 5 contre 4, c'est un poteau zurichois. Regardez André Ghetto, la petite déviation de Pedretti. Mais d'une manière générale, Laurent, Zurich a été excellent en phase de powerplay ce soir. Oui, Zurich a été très très bon. Ils ont fait au final, on verra plus tard, il y a eu deux poteaux et a très bien bougé le puck, a eu une très bonne exécution. Donc vraiment très compliqué pour Fribourg de défendre cette supériorité numérique zurichoise. Oui, un Zurich qui possède une grande profondeur de banc. Du reste, on a vu André Ghetto d'un côté, mais il ne faut pas oublier que sur le deuxième bloc, il y a un certain Azevedo. Regardez Azevedo qui va mettre un grand pont là à Chavalla avant de se heurter, Jérôme, à un grand Reto Berra qui a, dans les 20 premières minutes de jeu, fondamentalement arrêté l'échéance, retardé l'échéance, en tout cas d'ouverture du score. C'est ça, exactement. Là, Zurich s'en sort bien sur une grosse pression sur la zone défensive de Zurich. Et après, il y a beaucoup de vitesse, c'est pas n'importe qui, Azevedo, et il a fait un très joli geste. Ouais, et l'ouverture du score, 1-0, Stéphane. Parfois, on est dépassé par le ralenti, mais là, on a été dépassé par la vitesse de jeu. L'exécution, c'est sensationnel. Regardez, il passe à une touche, retour, à cross. Franchement, là, c'est du grand art. Mais regardez, on le répète souvent que, surtout à 5 contre 3 ou à 4 contre 3, il n'y a pas besoin de bouger les pieds, il faut que c'est le puck qui doit bouger. Tu dois bouger les pieds gauche-droite d'un mètre ou deux pour mettre ta canne là où il y a donner une bonne cible avec ta canne. Et si tu circules la rondelle rapidement, les gars à 3 ne peuvent pas faire grand-chose, sincèrement. Hein. Et si tu commences à patiner vers le gars, tu vas donner la rondelle, puis tu prends du temps, là, ça donne l'occasion à la défense de se replacer. Mais là, écoute, le talent. Ça demande beaucoup de talent et de l'exécution, sa technique. Il y a un bout de l'histoire qui ne s'explique pas. Là. Je veux dire, si tu l'as ou tu ne l'as pas. Là. Ça n'a rien à voir avec le coach et la tactique, si vous voulez. Là, c'est l'exécution. Puis voilà, tu mets 4 joueurs de talent sur la glace, ils vont s'organiser, les gars. Il n'y a pas de souci. 1-0 après 20 minutes de jeu, score logique, dira-t-on, même si le match est serré, assez équilibré, notamment à 5 contre 5. Et Zurich qui va doubler la mise, le 2-0, 25e minute de jeu. Chris Baltisberger, le gros travail de Pedretti. Baltisberger qui revient. On va challenger du côté de Fribourg, ça ne donnera fondamentalement rien. Et Stéphane nous l'a bien montré, évidemment, ce soir dans ses analyses. Ce 2-0, Laurent, si on regarde du côté zurichois, normalement, à ce moment-là, Zurich doit, on va dire, écraser la rencontre, parce qu'ils ont leur momentum à ce moment-là, les Zurichois. Zurich était de loin la meilleure équipe jusqu'à ce 2-0, et je pense peut-être qu'ils se sont vus trop faciles, honnêtement. Après, on a eu vraiment aussi l'orgueil de Fribourg qui a parlé. On a vraiment senti que il y a Julien Sponger que j'ai trouvé très bon ce soir, qui a mis un coup avec Di Domenico. Cette ligne-là, vraiment, ont impulsé de l'énergie et ce qui a permis justement à Gotteron de revenir dans ce match. Bikoff marque des gros buts depuis le début des playoffs aussi, les gars. 2 4 contre 5 dans la série contre Lausanne. C'est un gars qui joue 10 minutes par match à peu près. Et là, il rentre sur la glace. Regardez, Desharnais fait le job à la ligne bleue. Bikoff rentre sur la glace. Motet qui entend sûrement... et là, le génie de Di Domenico. Honnêtement, on va lui accorder qu'il a fait exprès de la faire, cette passe. Oui. Et, pour moi, oui, c'est sûr. Oui. Deuxième effort, le gars, il plonge, il ramène ses mains. C'est absolument magnifique. C'est génial, cette passe. C'est pas du hasard. Non, mais moi, je suis convaincu que non. Et quel momentum après de Fribourg, Jérôme, parce que Fribourg va pouvoir égaliser. Supériorité numérique, 5 contre 4. Kylian Motet qui va allumer un pétard et battre Ludovic Weber. Mais quel momentum de Fribourg. Est-ce que c'est pas le plus gros temps fort depuis le début de cette série de Fribourg-Gotteron ?
Ouais, c'est possible, ouais, mais Fribourg reste une équipe qui arrive à capitaliser sur leur momentum, et c'est à chaque fois le cas. Une fois qu'ils en mettent un, ils roulent dessus, et droit derrière, ils arrivent à aggraver le score. Oui, alors 2 partout après 40 minutes de jeu. Est-ce que cette deuxième période, elle n'a pas fini un petit peu trop vite, finalement, Stéphane? Oui, c'est vrai que le momentum était vraiment... Franchement, la fin du deuxième tiers était magnifique. Fribourg-Gotteron qui a renversé la vapeur. Le Dubé a joué là-dessus. Il sentait que son équipe avait le momentum. Il est revenu avec Di Domenico, 2 chiffres, ses meilleurs joueurs. Il a voulu vraiment retourner le match en sa faveur. Ben, ça a bien failli... Il l'a retourné, effectivement. C'est redevenu 2-2. Puis après ça, des fois, la pause n'arrive pas toujours au bon moment, comme tu le dis, parce que là, tout le monde se repose. Le coach, de l'autre côté, a pu cadrer ses joueurs. Moi, je pensais que Kronberg allait même prendre un temps mort à un moment donné. Ben, moi, à 2-1, on en parlait avec Jérôme en off, et on se disait, là, Zurich, ils n'étaient plus là. Et on voyait que Fribourg. Et là, on s'est dit, ils vont revenir. Et en plus, on connaît l'histoire de Fribourg cette année. C'est cette façon, justement, de jouer avec les émotions et de marquer, concrétiser sur leur temps fort. Et là, c'est vrai qu'il aurait fallu... bon, c'est facile de le dire après. Hein, donc, on y a pensé, il faut le dire. On l'a dit. On n'avait pas la décision à prendre. Non, mais c'est ça. Mais je dis, sur le coup, c'est dur en tant que coach. Mais nous, on l'a dit. On a dit pourquoi ils ne demandent pas un temps mort. Et c'est vrai que la période est venue et a bien aidé Zurich parce que le troisième tiers, après, a été différent. Ouais, on va revoir la plus grosse possibilité à 5 contre 4 de Zurich dans cette troisième période. Et c'est André Ghetto qui va allumer finalement l'écart du but. Et là, moi j'ai envie de dire, Jérôme, avantage quand même à Zurich dans cette troisième période. Ils auraient déjà pu faire la différence. Il y a eu un gros Reto Berra. Oh, il y a eu un gros Reto Berra comme la majorité du temps. Et effectivement, Fribourg a eu un petit peu de peine à tenir le rythme sur cette dernière période. À l'inverse de la deuxième, ils étaient plutôt contents qu'elle se termine parce que Zurich était... il venait très fort à la charge. On parlait de la profondeur de banc. Je pense que la profondeur de banc a joué dans ce match-là encore une fois. Pedretti est impliqué. Et il a été resplendissant, Pedretti. Pedretti qui joue sur la 4. Il a joué sur la première ligne un bout de temps dans la série contre Bienne. Là, il est à gauche sur la 4 avec Sheppy et puis... Batlisberger. Donc, tu as Batlisberger comme ailier droit sur la 4. C'est un gars qui peut te marquer 15-20 buts dans cette ligue-là. Il a d'ailleurs marqué ce soir. Je veux dire, à un moment donné, là, tu compares les deux quatrièmes lignes, la profondeur, la ligne de centre. Il y a des trucs qui s'expliquent quand même ultimement. Même si Fribourg est valeureux, ça se joue à peu de choses, petits détails. La profondeur dans ces matchs-là a fait faire la différence. Oui, peut-être la différence. En tout cas, en prolongation, c'est Zurich qui va passer finalement à l'épaule, alors que Fribourg se crée de belles possibilités, un temps par Kylian Motek, ensuite par Di Domenico. Mais voilà, la petite erreur de Dave Souter au niveau de la relance. Et en 2 temps, Zurich qui peut marquer par qui? Par Kruger. On parlait de profondeur de banc, là encore. Hein. C'est ton centre du deuxième bloc, mais qui est quasiment un troisième ou un troisième. C'est un gars qui n'est pas percutant offensivement. On en parlait durant la soirée avec Laurent. Laurent, il dit, il est là, Kruger, ce soir. Mais j'ai dit à Laurent, le coach, il lui a demandé de se faire oublier. C'est exactement ce qu'il a fait sur ce but-là. Évidemment. Mais c'est vrai que Kruger, il n'est pas flamboyant. C'est le gars qu'il faut vraiment que tu te dises, OK, il est où, que tu le cherches pour le voir, parce que c'est un joueur qui est effacé comme ça dans son style de jeu. Il ne prend pas de risque offensivement, il ne va pas dribbler, on l'a vu en rentrant dans la zone, il va envoyer le puck au fond, il fait les choses simples, c'est quelqu'un qui est très bon défensivement, et là, bon, après, il joue avec des bons joueurs. Azevedo fait un super jeu. Hein. C'est lui qui vole le palais, qui fait la passe. Et bon, il profite de ça. Il est au bon moment. Et c'est un but très, très important pour Zurich. Ah oui, un but très important, c'est quand même la deuxième victoire après prolongation. Jérôme, finalement, de Zurich. Ça aussi, mentalement, tu marques des points quand même quand tu gagnes 2 fois en prolongation. Ouais, mais d'un côté, oui, Zurich peut s'en réjouir. Puis de l'autre côté, Fribourg peut se dire qu'ils sont vraiment à peu de choses de gagner une rencontre. Donc, je me réjouis de la suite parce qu'elle est loin d'être finie, cette série. On parlait de Marcos Kruger puis de travail de l'ombre. Si ma mémoire est bonne, il faudrait que je vérifie, mais il me semble qu'il était aux engagements 10 gagnés, 2 perdus lors du premier match. C'était du 87 %. Ce soir, c'est 12 gagnés, 4 perdus. Important. Les détails, mais dans un match de 3-2 en prolongation, c'est important. Gros job, en effet, au niveau des engagements, cette victoire après prolongation, donc de Zurich. Et là aussi, on va écouter des réactions. Tout d'abord, du côté des gagnants, on va écouter Yannick Weber. Yannick Weber, nouvelle victoire en prolongation. Qu'est-ce qui a fait la différence pour Zurich ce soir?
Je pense que si tu regardes tout le match, je pense on a fait un peu plus que Fribourg. Je pense première terre, c'était sûrement le jeu qu'on voulait jouer. Je pense que c'était bien pour nous d'avoir les 2 buts, mais je pense au deuxième tiers, on a stoppé de travailler, on n'a pas aidé les joueurs, on n'a pas parlé beaucoup, et défensif, ça donne beaucoup d'erreurs et je pense c'est un peu trop facile pour Fribourg de faire les buts là et aussi de créer des chances. Mais troisième tiers, je pense on a vu un peu le caractère de notre équipe. La dernière tiers n'était pas bien pour nous, mais on a commencé de nouveau d'essayer de faire notre jeu. Et au troisième tiers, je pense qu'on a eu beaucoup d'opportunités de marquer, mais c'est les playoffs, c'est toujours un peu eng. Alors encore la overtime, et aussi l'overtime, on a eu beaucoup de confiance qu'on peut gagner, mais on ne sait jamais. Mais je pense, si tu regardes la première, le troisième tiers, je pense que c'est bien d'avoir la confiance de gagner ce match. Vous menez maintenant 2-0 dans la série. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour éviter de redonner trop d'espoir à Fribourg? C'est clair, c'est les playoffs. On a vu contre Bienne, c'est jamais fini après 2 matchs. Alors, on sait que c'était bien pour nous d'avoir une victoire à Fribourg et maintenant à la maison. Mais Fribourg va avoir une réaction, faire les changements, mais aussi nous, on doit être encore plus bien. Je pense aujourd'hui, ce n'était pas le meilleur jeu, mais on a la victoire. Alors, c'est un nouveau match, c'est encore rien gagné. Alors, je pense qu'on peut prendre la confiance que nous pouvons gagner contre Fribourg, mais ça commence de nouveau le prochain match. Ça va être encore une partie vraiment dure, alors on prend journée par journée. Merci Yannick, bon repos. Prend journée par journée, match après match, vous l'avez compris, shift après shift. Mais il a quand même souligné l'expérience du quart de finale face à Bienne pour ne pas vendre la peau du dragon avant de l'avoir tué. À propos de dragon, on va écouter la réaction d'Andrei Bikov. Andrei Bikov, vous avez montré beaucoup de caractère au deuxième tiers, mais ça n'a pas suffi pour aller chercher, reprendre l'avantage de la glace. Oui, effectivement, c'est frustrant. Il y a eu effectivement une bonne réaction. Ensuite, on a de nouveau manqué le coche en prolongation. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut changer à Fribourg pour essayer de renverser ces Lions? Je ne pense pas qu'il manque grand-chose. J'ai l'impression que les parties sont très disputées, c'est très serré. On le répète, mais ça se joue sur des petits détails. Et puis voilà, je pense qu'on a mis plus de pression sur la cage dans le deuxième tiers. Ludo voyait moins de puck. Il était un petit peu plus mis sous pression. J'ai l'impression que ça a porté ses fruits. Malheureusement, on n'a pas réussi à le faire pendant tout le match. Et puis ouais, on a encore des choses à travailler pour aller chercher cette victoire après-demain. Merci Andrei, bonne rentrée. Petit coup d'œil à l'horloge, oui, ça sera bien après-demain malgré les prolongations. Peut-être un début de piste à explorer pour Fribourg-Gotteron, messieurs. Laurent Meunier, il faut arrêter de faire du hockey de rattrapage parce que là, Fribourg était mené 2-0. Pendant tout l'acte 1, ils ont dû revenir aussi au score. Peut-être que c'est ça qu'il faut pour Fribourg, c'est prendre les devants. C'est très important pour Fribourg. Fribourg a pratiquement tout le temps mené dans ses matchs en quart de finale. Toujours marqué le premier but et on sait qu'ils sont très bons quand ils mènent au score. Ils peuvent s'appuyer sur Eto'o, sur une bonne défensive et justement procéder par contre. Donc ça va être peut-être un élément clé pour eux de prendre l'avantage tôt dans le match et ça peut-être qu'au niveau de la confiance, ça pourra aussi les aider pour essayer d'aller gagner le prochain match. L'acte 3, évidemment, ça sera le rendez-vous mardi soir. On va récapituler tout d'abord les résultats de cette soirée, de cet acte 2 de match une nouvelle fois serré, finalement, avec la victoire de Zoug dans les dernières secondes, avec cette supériorité numérique qui découlait d'une punition très sévère. Vous pouvez ouvrir vos journaux demain, on va certainement en parler. Et donc Zoug qui mène 2-0 dans la série, tout comme les ZSC Lions. 3-2, c'est le score qui revient sans cesse pour l'instant. Une nouvelle victoire après prolongation. On va remercier nos invités. Merci Laurent Meunier, merci Jérôme Bonnet. Stéphane, rendez-vous mardi pour l'acte 3. Bien sûr, on vous proposera encore et toujours la rencontre entre Fribourg-Gotteron et les ZSC Lions. Merci à toute l'équipe technique. Bonne fin de dimanche. Il n'en reste plus grand-chose. Une grosse demi-heure à vous. Et puis rendez-vous mardi. Bye bye.